19 décembre 1944. Les équipages de Panther allemands près du village de Noville signalaient quelque chose d'impossible. Des chars américains étaient en partout. Ils sortaient du brouillard, tiraient un seul coup au but sur le flanc d'un Panther, puis disparaissaient avant que la tourelle n'ait pu pivoter pour riposter. Quelques minutes plus tard, la même chose se produisait depuis une direction complètement différente. Les services de renseignement allemands rapportèrent au quartier général de la 2e division blindée qu'ils avaient rencontré une division américaine entière à Noville. Ils avaient tort. Les Américains avaient une poignée de chasseurs de chars, des véhicules de 18 tonnes au blindage si fin qu'ils ne pouvaient survivre à aucun impact. Mais les Allemands ne parvenaient pas à les toucher. Le M18L4 était le véhicule à chenilles le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale. Et en ce matin gelé aux abords de Bastogne, la vitesse s'avérait plus meurtrière que le blindage. La machine de guerre allemande avait construit les chars les plus redoutés du monde. Le Tigre, le Panther, des monstres capables de détruire les blindés alliés à des distances dépassant le 1,5 kilomètre. Mais ces machines de mort avaient une vulnérabilité que les ingénieurs allemands n'avaient jamais résolue. Leurs tourelles dépendèrent du moteur principal pour leur puissance. Le Tigre 1 utilisait un système de pointage hydraulique entraîné par la boîte de vitesse. À haut régime moteur, la tourelle pouvait effectuer une rotation complète en environ 60 secondes. Mais les chars ne combattent pas à haut régime. Ils combattent à l'arrêt ou en rampant, le moteur au ralenti. Au ralenti, la même tourelle de Tigre pouvait mettre jusqu'à 4 minutes pour une rotation complète. Et si l'hydraulique tombait en panne, l'équipage devait maniveler à la main. 720 tours de volant pour une rotation complète. Le Panther était meilleur, mais toujours imparfait. Au ralenti de combat, un pointage de seulement 90 degrés prenait 15 à 20 secondes. Ce n'était pas un inconvénient mineur, c'était un défaut fatal face au bon ennemi. En 1941, un lieutenant-colonel nommé Andrew Davis Bruce prit le commandement du centre tactique et de tir des chasseurs de chars. Il avait un travail. Trouver comment arrêter les panzers. Bruce étudia la Blitzkrieg. Il analysa chaque engagement où les chars alliés avaient affronté des panzers et perdu. Et il arriva à une conclusion qui contredisait tout ce que l'armée croyait sur la guerre blindée. Les chasseurs de chars devaient être rapides, pas blindés. Un boxeur, pas un poids lourd. Sa philosophie était simple. Les chars allemands avaient un blindage frontal épais et des canons puissants. Les affronter de face, c'était la mort certaine. Mais les chars allemands étaient lents, leurs tourelles étaient encore plus lentes et leur blindage latéral était mince. Un véhicule rapide pouvait contourner un panzer avant que sa tourelle n'ait pu pivoter, frapper le flanc, tuer le char, disparaître avant que le reste de la colonne ne puisse réagir. L'armée le pensait fou. Ils construisiraient le véhicule quand même. Mais pour les équipages qui les conduiraient, la théorie de Bruce était une réalité terrifiante. Il leur demandait d'échanger de l'acier contre de la vitesse, de miser leur vie sur leur capacité à se déplacer plus vite que l'ennemi ne pouvait tirer. La division Buick Motor obtint le contrat en 1942. Ils affectèrent le studio de design de Harley Earl au projet, la même équipe qui créerait plus tard les Cadillac à ailerons des années 1950. Ce qu'ils construisirent était différent de tout ce qui existait dans l'arsenal américain. Le M18 pesait seulement 18 tonnes. Un Panther en pesait 45. Un Tigre en pesait 57. Ils y parvinrent en réduisant le blindage à presque rien. La coque avant faisait 13 mm d'épaisseur. La face de la tourelle n'était que légèrement plus épaisse, 25 mm. Les fusils d'infanterie standard ne pouvaient pas le pénétrer. Tout le reste le pouvait. Quand les équipages virent les spécifications pour la première fois, ils furent horrifiés. 13 mm n'était pas du blindage, c'était de la peau. Ils plaisantaient en disant que l'acier n'était là que pour empêcher le vent d'entrer. À l'intérieur de cette coque, on n'était pas protégé, on était juste caché. Le moteur était un Wright Air 975 radial, le même moteur d'avion utilisé dans le Sherman, mais dans un véhicule 2 fois plus léger. Le résultat était une vitesse de pointe de 88 km/h, le véhicule de combat blindé à chenilles le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale. Ils lui donnèrent un nom qui correspondait à sa personnalité, Hellcat. Les chiffres racontèrent l'histoire. À 50 km/h,
un M18 parcourait 13,5 mètres par seconde. Pendant les 15 secondes dont un Panther avait besoin pour pivoter de 90 degrés, un L4 parcourait plus de 200 mètres de déplacement latéral. C'était assez pour rester en avance sur le canon. Les artilleurs allemands faisaient en face à un calcul impossible, viser en anticipation en espérant que la cible maintienne son cap, ou la suivre et regarder leurs obus atterrir là où elle se trouvait une seconde plus tôt. De toute façon, ils allaient probablement la rater, et ils n'auraient qu'un seul coup, car pendant qu'ils pointaient, ce L4 alignait un obus de 76 mm sur leur blindage latéral. La propre tourelle du M18 était rapide, mais ce n'était pas le véritable avantage. Le véhicule entier pouvait se repositionner plus vite qu'une tourelle allemande ne pouvait tourner. C'était la mathématique de la survie. Et à Bastogne, cette mathématique allait être mise à l'épreuve. Décembre 1944. La Wehrmacht jeta tout ce qui lui restait dans les Ardennes. Le 705e bataillon de chasseurs de chars était rattaché à la 101e division aéroportée à Bastogne. Leur commandant était le lieutenant-colonel Clifford Templeton. Lorsque les blindés de la 2e division blindée menacèrent le village de Noville au nord de Bastogne, le 705e fut envoyé pour aider à tenir la ligne. Ils rejoignirent l'équipe des Aubry, une force mixte de Sherman, de L4 et de parachutistes du 20e bataillon. Le commandant était le major William des Aubry. Il avait 26 ans et il était sur le point d'affronter une division blindée entière. Le brouillard était si épais que les engagements se produisaient à bout portant. À cette distance, le blindage fin du L4 était une condamnation à mort, mais les Allemands devaient d'abord les toucher. À l'intérieur des L4, la tension était suffocante. Le M18 avait un toit ouvert, pas de tourelle fermée. Les équipages étaient exposés à la pluie glaciale, aux tirs de snipers et au rugissement assourdissant de la bataille. Dans le brouillard, chaque ombre ressemblait à un tigre. Le 705e développa une technique qui deviendrait légendaire. Un L4 fonçait vers un angle de rue à Noville. L'équipage repérait un Panther à travers le brouillard, un seul coup au but sur le flanc, puis marche arrière à vitesse maximale. Au moment où la tourelle du Panther pivotait pour riposter, le L4 avait déjà disparu, derrière un bâtiment dans une ruelle, se repositionnant pour le prochain tir. Quelques instants plus tard, le même L4 apparaissait du côté opposé de la colonne allemande. Un autre tir, une autre destruction, une autre disparition. Les Allemands ne pouvaient pas les suivre. Chaque fois qu'ils se tournaient pour engager une menace, une autre apparaissait ailleurs. Les rapports au quartier général de la 2e division blindée devenaient de plus en plus alarmants. Ils étaient frappés de toutes parts par ce qu'ils estimaient être une division blindée américaine complète. Ils combattaient un seul bataillon renforcé, un major de 26 ans et une poignée de chasseurs de chars aux pieds rapides. La vitesse ne pouvait pas sauver tout le monde. Avec seulement 13 mm d'acier, tout impact était généralement fatal. Les obus allemands de 75 mm traversaient les deux côtés de la coque. Les équipages qui se faisaient prendre à découvert mouraient, ceux qui se trompaient dans leur synchronisation mouraient, et ceux qui étaient simplement malchanceux faisaient face à une réalité macabre. La tourelle ouverte du M18 signifiait qu'une explosion aérienne d'artillerie ou un obus de mortier n'avait pas besoin d'un impact direct pour être mortel. Les éclats pleuvaient directement sur les hommes à l'intérieur. C'était une course rapide, mais c'était une tombe ouverte et froide si on s'arrêtait de bouger. Le colonel Templeton poussait ses hommes durement parce qu'il savait que l'alternative était pire. La défense statique signifiait la mort. Le mouvement signifiait la survie. Pendant les 19 et 20 décembre, l'équipe des Aubry et le 705e détruisirent plus de 30 chars allemands autour de Noville. Le village finit par tomber. La force américaine était trop petite pour tenir face au poids total de la 2e division blindée, mais ils avaient gagné du temps, des heures critiques pour que la 101e aéroportée établisse le périmètre défensif qui tiendrait Bastogne. Templeton survécut à la bataille des Ardennes. Il continua à commander le 705e pendant la progression en Allemagne. Le 1er mars 1945, un obus d'artillerie frappa son poste de commandement. Il ne vit jamais la victoire que ses tactiques avaient aidé à obtenir. 4 mois plus tard, un bataillon de L4 différent allait prouver la même mathématique d'une manière complètement différente.
Le 805e bataillon de chasseurs de chars était la seule unité en Italie entièrement équipée de M18. Leur commandant était le lieutenant-colonel Herbert Fowler. Les équipages peignirent des logos de chats noirs non autorisés sur leurs tourelles, un chat de dessin animé mordant un char sur un disque orange. Le commandement leur ordonna d'enlever les marquages. Ils ne le firent pas. C'était un petit acte de rébellion, mais il comptait. Ils conduisaient les véhicules les plus fragiles du théâtre. Ce logo de chat était leur façon de montrer les dents. S'ils devaient mourir dans ces engins, ils le feraient avec leur propre identité. En avril 1945, les Alliés lancèrent leur offensive finale en Italie. Après des mois à progresser péniblement à travers les Apennins, la vallée du Pô s'étendait devant eux comme un tapis de billard. Les forces allemandes étaient en retraite. Des colonnes de camions, de semi-chenillés et de chars se dirigeaient vers le nord en direction des Alpes. Les soldats appelèrent ce qui se passa ensuite la course du rat. La vallée du Pô était un pays de Hellcat parfait, plat, ouvert, sans haies ni forêt pour les ralentir. Les équipages du 805e se retrouvèrent à conduire parallèlement aux colonnes allemandes en retraite. Pas derrière elles, à côté d'elles. À 50 km/h, ils se mettaient à leur hauteur et ouvraient le feu. Les canons de 76 mm fauchant camions, semi-chenillés et chars sur le flanc. Les artilleurs allemands tournaient frénétiquement leurs manivelles, mais la géométrie était désespérée. Au moment où un canon arrivait en direction, le Hellcat qui avait tiré s'était déjà déplacé de 200 mètres plus loin le long de la colonne. C'était une fusillade au volant à l'échelle des véhicules blindés. Et comme le 805e était le seul bataillon de Hellcat de tout le théâtre, les services de renseignement allemands étaient déconcertés. Un chat noir repéré près de Bologne le matin était signalé 80 km plus au nord dans l'après-midi. La poursuite avançait si vite que les équipages ne pouvaient pas garder les prisonniers qu'ils capturaient. Ils se contentaient de désarmer les Allemands et de les diriger vers l'arrière. Puis, ils continuaient d'avancer. L'adrénaline était constante. Les équipages se souvinrent plus tard de la nature surréaliste de la chasse. Dépasser à toute vitesse des fantassins ennemis trop stupéfaits pour tirer, le vent cinglant à travers la tourelle ouverte, le sentiment de participer à une chasse plutôt qu'à une bataille. À la fin de la guerre, les M18 Hellcat avaient enregistré le meilleur ratio de destruction de tous les chars ou chasseurs de chars américains, 526 victoires confirmées. Le ratio d'échange global était d'environ 2,4 pour 1, meilleur que le Sherman, rivalisant avec le M10 plus puissant, meilleur que tout ce que les Américains avaient déployé. Les critiques firent remarquer que les équipages de Hellcat étaient des spécialistes d'élite hautement entraînés qui auraient peut-être réussi avec n'importe quel véhicule. L'historien Steven Zaloga qualifia le M18 de conception mal équilibrée. Il soutint que le succès était attribuable à la formation et au dévouement des équipages, pas au véhicule lui-même. Peut-être avait-il raison, mais ces hommes choisirent comment se battre. Ils choisirent la vitesse, le contournement et les tactiques de harcèlement, parce que c'est ce que le Hellcat leur permettait de faire. Un véhicule différent aurait imposé des tactiques différentes. Des tactiques différentes en auraient peut-être tué davantage. Le M18 Hellcat fut retiré du service presque immédiatement après la guerre. La doctrine des chasseurs de chars tomba en désuétude. Les futurs chars américains seraient des chars de combat principaux, lourdement blindés. La philosophie du croiseur fut abandonnée. Mais la leçon demeura. Les tankistes allemands ne pouvaient pas toucher ce qu'ils ne pouvaient pas suivre. 15 secondes de pointage de tourelle étaient une éternité face à un véhicule se déplaçant à 13,5 mètres par seconde. Les Panthers et les Tigres étaient de meilleurs chars selon toutes les mesures conventionnelles. Blindage plus épais, canon plus gros. Mais les mesures conventionnelles ne tenaient pas compte d'un véhicule de 18 tonnes qui pouvait être ailleurs avant qu'on ait fini de tourner sa tourelle. À Noville, le 705e utilisa la vitesse pour survivre contre des chances impossibles. Dans la vallée du Pô, le 805e utilisa la vitesse pour anéantir une armée en retraite. Les deux prouvèrent la même vérité.